La chaleur de juillet écrasait Memphis ce matin-là. Sur la place du marché aux esclaves, une foule inhabituelle s'était rassemblée. Pas les acheteurs habituels venus chercher de la main-d'œuvre pour les champs. Non. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui occupaient les premiers rangs. Elles étaient venues pour lui. Modou se tenait sur l'estrade, les mains enchaînées devant lui. Grand, la peau d'un noir profond, il regardait droit devant sans baisser les yeux. Ce détail à lui seul aurait dû attirer des coups de fouet, mais même le commissaire-priseur semblait intimidé par son maintien. À 26 ans, Modou possédait quelque chose que les années d'esclavage n'avaient pas réussi à briser. Catherine Wolfe, l'épouse du juge, ajustait son ombrelle en soie. À ses côtés, Helen Bradford, propriétaire de 3 plantations, éventait son décolleté avec application. Plus loin, Sarah Montgomery fixait l'estrade sans la moindre discrétion. Toutes ces femmes respectables, piliers de la société de Memphis, venaient acheter un homme comme on achète un bijou rare. Le commissaire-priseur cracha son tabac et leva sa canne. « Messieurs, mesdames, nous avons ici un spécimen exceptionnel. Modou, 26 ans, originaire de Virginie, élevé dans la maison des Patterson à Richmond. Sait lire, écrire, compter. Menuisier de talent, connaît les plantes médicinales, parle un français impeccable. » Un murmure parcourut l'assemblée. Un esclave éduqué valait une fortune, mais ce n'était pas pour ses compétences que ces femmes étaient venues. Mise à prix, $800. 1000, lança Catherine Wolfe sans attendre. 1200, renchérit Helen Bradford. 1500, Sarah Montgomery avait presque crié. Le commissaire-priseur souriait. Il n'avait jamais vu une vente monter aussi vite. C'est à ce moment que Mercy Emerson arriva. Elle descendit de son cabriolet sans aide, refusant la main de son cocher. À 28 ans, veuve depuis 13 mois, Mercy possédait l'une des plantations les plus prospères du comté. Son mari, Richard Emerson, était mort d'une fièvre brutale, la laissant seule avec 250 hectares de coton et 30 esclaves. Elle s'avança vers la foule, sa robe grise simple mais parfaitement coupée. Pas de bijoux ostentatoires, pas d'ombrelle en dentelle, juste cette assurance tranquille qui faisait se retourner les têtes. Mercy s'arrêta au pied de l'estrade. Pour la première fois depuis le début de la vente, Modou baissa les yeux. Leurs regards se croisèrent, 1 seconde, peut-être 2, mais dans cet échange muet passa quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait su nommer. 1800. Helen Bradford transpirait maintenant. 2000. Catherine Wolfe ne plaisantait plus. Le commissaire allait abattre sa canne quand la voix de Mercy s'éleva, claire et posée. $2400. Le silence tomba sur la place. C'était le triple de la mise à prix initiale. Une somme obscène pour un seul esclave, aussi qualifié soit-il. Helen Bradford ouvrit la bouche, la referma. Catherine Wolfe serra les dents, mais ne relança pas. Personne n'oserait défier Mercy Emerson quand elle avait pris une décision. 2400 une fois, 2 fois, adjugé. Le coup de canne résonna comme un verdict. Dans le cabriolet qui les ramenait à la plantation, Mercy garda le silence. Modou était assis à l'arrière, menottes encore au poignet. Il observait le paysage défiler, les champs de coton blanc sous le soleil, les cabanes d'esclaves alignées comme des tombes. « Vous savez lire ?» demanda finalement Mercy sans se retourner. « Oui, madame. » « Écrire ? » ?»« Oui, madame. »« Va. » »« Les chiffres ? » ?»« Oui, madame. » Mercy fit claquer les rênes. Le cheval accéléra. « Bien. Parce que je ne vous ai pas acheté pour travailler au champ. » Modou ne répondit pas. Il avait appris depuis longtemps que les promesses des Blancs ne valaient rien, mais quelque chose dans la voix de cette femme était différent. Pas de mépris. Pas de cette fausse gentillesse que certains maîtres affichaient pour mieux asseoir leur domination. Juste une franchise brutale. La plantation Emerson s'étendait au sud de Memphis, près de la rivière. La maison principale, une construction à colonnes blanches typique du sud, dominait les champs. Mercy arrêta le cabriolet devant l'entrée de service. « Joshua va vous montrer votre logement. Demain matin, vous commencez à la bibliothèque. Mon mari laissait des registres en désordre. Vous allez m'aider à y voir clair. » Elle descendit sans attendre sa réponse et disparut à l'intérieur.
Joshua, le majordome noir aux cheveux grisonnants, dévisagea Modou avec méfiance. 2400 $ pour toi. Tu dois vraiment être quelque chose de spécial. Va. Je sais juste lire et compter. Ouais. Et moi je sais voler. Suis-moi. Au lieu de le conduire au quartier des esclaves, Joshua l'emmena vers une petite dépendance à l'arrière de la maison principale. Une vraie chambre. Avec un lit, une table, une lampe à huile, Madame Emerson veut que tu sois près de la maison. Les autres vont jaser, mais t'inquiète pas pour ça. Inquiète-toi plutôt de ne pas la décevoir. Elle est juste, mais elle ne pardonne rien. Cette première nuit, Modou ne dormit pas. Il pensait à sa vie d'avant, à Richmond, où il avait grandi dans la maison des Patterson. La maîtresse, une femme cultivée originaire de France, lui avait appris à lire en cachette de son mari. Puis elle était morte, et le maître l'avait vendue pour payer ses dettes de jeu. Il pensait aussi à cette femme qu'il avait achetée. Merci Emerson. Son visage sévère mais pas cruel. Sa voix ferme. Et surtout, ce regard échangé sur la place du marché. Ce regard qui lui avait noué l'estomac. Le lendemain matin, il se présenta à la bibliothèque comme convenu. Merci était déjà là, penché sur des registres ouverts. Elle leva les yeux à son entrée. Vous vous y connaissez en comptabilité? On m'a enseigné les bases. Bien. Mon mari était brillant pour faire pousser le coton, mais catastrophique pour tenir des comptes. Je ne comprends rien à son système. Regardez. Elle lui tendit un registre. Modou s'approcha, conscient de franchir une ligne invisible. Dans le sud, un esclave noir et une femme blanche ne se tenaient pas côte à côte devant une table de travail. Mais Merci ne semblait pas s'en soucier. Elle lui expliqua le problème, pointant du doigt les colonnes de chiffres incohérents. Modou se pencha sur le livre, sentant son parfum léger, un mélange de lavande et de quelque chose de plus subtil. Je crois qu'il mélangeait deux systèmes différents. Regardez, ici il compte en livres sterling, là en dollars. Et ces chiffres romains correspondent probablement aux parcelles. Merci le fixa avec une intensité nouvelle. Vous pouvez remettre de l'ordre dans tout ça? Oui, madame. Ça prendra du temps, mais c'est faisable. Alors faites-le, ou... Les jours suivants établirent une routine étrange. Modou passait ses matinées dans la bibliothèque, déchiffrant les comptes embrouillés de feu Richard Emerson. Merci venait régulièrement, s'asseyait en face de lui, posait des questions. Leurs échanges restaient professionnels, mais quelque chose grandissait dans ces moments partagés. Un matin, alors qu'il expliquait un problème de taxation sur les récoltes, elle l'interrompit. « Pourquoi vous ne me regardez jamais dans les yeux quand vous parlez ?» La question le prit au dépourvu. « Parce que c'est interdit, madame. » « Je ne vous l'ai pas interdit. » Modou leva lentement les yeux. Merci le fixait avec cette même intensité que le premier jour. Il soutint son regard, sentant son cœur battre plus fort. Voilà qui est mieux. Je déteste parler à quelqu'un qui regarde ses pieds. Veux. Elle se leva et quitta la pièce, le laissant seul avec ses pensées confuses. Les semaines passèrent. Modou remit de l'ordre dans les comptes, découvrant au passage que la plantation était plus prospère que Merci ne le pensait. Il lui présenta ses conclusions un soir de septembre, alors que la chaleur commençait enfin à décroître. Votre mari a fait des investissements judicieux dans des terres adjacentes. Si vous les exploitez correctement, vous doublez vos revenus en 3 ans. Merci étudia les chiffres qu'il avait préparés. Dans la lumière déclinante, ses traits semblaient un plus doux, moins sévères. Vous avez sauvé cette plantation, Modou. Vous le savez? C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom, sans le monsieur ironique ou le vous distant. J'ai juste fait ce que vous m'avez demandé. Non. Vous avez fait bien plus. Le silence s'installa entre eux, lourd de choses non dites. Merci se leva, s'approcha de la fenêtre. Modou resta assis, les mains sur la table, luttant contre l'envie de la rejoindre. Il parle de nous en ville. Vous le savez? Dit-elle sans se retourner. Oui, madame. Ça ne vous inquiète pas. Si, mais pas pour moi. Elle se retourna brusquement. Que voulez-vous dire? Je veux dire que je suis un esclave. On peut me fouetter, me vendre, me tuer. C'est vous qui risquez votre réputation.
Merci s'approcha de la table, posa ses mains à plat sur le bois. Et si je me moque de ma réputation? Le sœur de Modou s'arrêta. Il se leva lentement, mesurant chaque geste. Alors vous êtes folle, madame. Sans doute, vivant. Ils se tenaient face à face, séparés par quelques centimètres et par un abîme de loi, de convention, de danger. Merci leva la main, effleura sa joue. Un geste si rapide qu'il aurait pu ne jamais avoir eu lieu. Sortez, maintenant. Modou obéit, le cœur battant à se rompre. Cette nuit-là marqua un tournant. Ils continuèrent à travailler ensemble, mais quelque chose avait changé. Les regards duraient plus longtemps. Les mains se frôlaient parfois au-dessus des registres. Aucun mot n'était prononcé, mais la tension entre eux devenait insupportable. Puis vint le soir où tout bascula. C'était fin octobre. Merci avait convoqué Modou, après le dîner, pour discuter d'un problème avec un négociant de coton. La nuit était tombée, et la bibliothèque n'était éclairée que par quelques lampes. Il travaillait depuis 1 heure, quand Merci referma brusquement le registre. Je n'en peux plus. Madame. Arrêtez de m'appeler madame. Mon prénom est Merci. Elle se leva, fit le tour de la table. Modou se leva à son tour, sachant ce qui allait suivre, et sachant aussi qu'il franchissait une ligne dont on ne revenait pas. Merci, dit-il doucement. Elle posa ses mains sur son torse, leva les yeux vers lui. Dites-moi d'arrêter. Dites-moi que c'est de la folie. C'est de la folie. Mais je m'en moque. Ils s'embrassèrent. Un baiser désespéré, affamé, chargé de semaines de désirs retenus. Modou la serra contre lui, sentant son corps trembler. Merci glissa ses doigts dans ses cheveux, l'attira plus près encore. Quand ils se séparèrent, essoufflés, la réalité les rattrapa. On ne peut pas, murmura Merci. Si quelqu'un l'apprend, je sais. Ils vous tueront, ils me banniront, au mieux. Je sais. Alors pourquoi je ne peux pas m'empêcher de... Modou posa un doigt sur ses lèvres. Parce que parfois, la raison ne suffit pas. Cette nuit-là, il devint amant, il savait les risques. Dans le Tennessee de 1858, une relation entre une femme blanche et un esclave noir était plus qu'un scandale. C'était un crime capital. Pour lui, la mort. Pour elle, la ruine sociale et peut-être la prison. Mais l'amour ne se soucie pas des lois. Les semaines qui suivirent furent les plus intenses et les plus dangereuses de leur vie. Ils se retrouvaient la nuit, quand la maison dormait. Modou quittait sa chambre par la fenêtre, traversait le jardin dans l'obscurité, entrait par la porte de service dont Merci avait huilé les gonds. Il parlait autant qu'il s'aimait. Modou lui racontait son enfance, la maîtresse française qui lui avait appris à lire malgré l'interdiction, sa famille vendue séparément quand il avait 12 ans. Merci lui confiait son mariage arrangé avec Richard, un homme correct mais distant, sa solitude dans cette grande maison. « Je ne l'ai jamais aimé », avoua-t-elle une nuit, blottie contre lui. C'est terrible à dire, mais c'est la vérité. Et quand il est mort, je me suis senti coupable de ressentir du soulagement. Tu ne dois pas te sentir coupable d'être honnête. Avec toi, je peux être qui je veux vraiment être. Mais le bonheur, dans leur situation, ne pouvait durer. Ce fut Joshua qui les prévint. Le vieux majordome frappa à la porte de Modou un matin de novembre, le visage grave. « Faut qu'on parle, en privé. » Ils marchèrent jusqu'aux écuries, loin des oreilles indiscrètes. « Je sais ce qui se passe entre toi et Madame Merci. » Modou se figea, mais Joshua leva la main. « Je ne suis pas là pour te juger, mais tu dois savoir que d'autres sont au courant. Sarah Montgomery est venue hier avec Catherine Wolfe. Elles ont posé des questions. Elles ont remarqué que Madame Merci ne venait plus aux réunions du comté, qu'elle refusait toutes les invitations. Elles se doutent de quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Vous arrêtez, immédiatement, avant qu'il soit trop tard. Modou rapporta la conversation à Merci ce soir-là. Elle l'écouta en silence, le visage pâle. Joshua a raison, on doit arrêter. Je sais, mais je ne peux pas. Moi non plus. Ils s'accrochèrent l'un à l'autre comme des naufragés à une planche, sachant que la tempête approchait.
Elle arriva 3 jours plus tard. Mercy recevait Ellen Bradford pour le thé, une visite de courtoisie qu'elle ne pouvait refuser. Modou travaillait dans la bibliothèque adjacente au salon quand il entendit la conversation prendre un tour dangereux. « Ma chère Mercy, on s'inquiète pour vous. Vous vivez seule dans cette grande maison, avec seulement vos esclaves. C'est malsain. Je me porte très bien, Hélène. Vraiment, parce que certaines personnes parlent. Elles disent que vous passez beaucoup de temps avec cet esclave que vous avez acheté une fortune. Comment s'appelle-t-il déjà, Modou ?» Le silence qui suivit fut électrique. Modou gère mes comptes. C'est pour cela que je l'ai acheté. Bien sûr, mais est-il vraiment nécessaire qu'il loge dans la dépendance près de la maison principale? Les gens jasent, ma chère. Ils disent des choses horribles. Que disent-ils exactement? Ellen Bradford baissa la voix, mais Modou l'entendit parfaitement. Ils disent que vous êtes proche de lui, trop proche. Catherine Wolfe a même suggéré de faire venir le shérif pour une inspection. Mercy se leva brusquement. Une inspection? Pourquoi? Pour vérifier si je commets le crime d'être une veuve solitaire qui fait confiance à un employé compétent. Merci, je suis votre ami, je vous mets en garde. Si ces rumeurs se confirment, ni vous ni moi ne pourrons rien faire pour vous protéger. Et quant à ce Modou, vous savez ce qui lui arrivera. Après le départ d'Hélène, Mercy resta longtemps immobile dans le salon. Modou la rejoignit, refermant la porte derrière lui. « Tu as entendu ?» ?»« Oui. Ils vont venir. Tôt ou tard, ils vont chercher des preuves. » Modou prit ses mains dans les siennes. « Alors il faut que je parte, maintenant. » »« Partir où? Tu es un esclave. Tu n'as nulle part où aller. » »« Au nord, il y a des réseaux qui aident les esclaves fugitifs. » Mercy secoua la tête, les larmes aux yeux. « Tu ne survivras jamais. Ils ont des chasseurs d'esclaves partout. Ils te ramèneront et te pendront. Alors qu'est-ce qu'on fait? » Mercy se tut longtemps. Puis elle releva la tête, et Modou vit dans ses yeux une détermination qu'il n'avait jamais vue. « On se bat. » Le plan de Mercy était audacieux au point d'être suicidaire. Elle allait affranchir Modou officiellement, le libérer de l'esclavage. Puis elle allait annoncer publiquement qu'elle l'épousait. « Tu es folle, » dit Modou. « Ils ne permettront jamais ça. La loi du Tennessee n'interdit pas le mariage interracial. Pas encore. C'est socialement inacceptable, mais pas illégal. Ils trouveront un moyen de nous séparer. Peut-être. Mais au moins on aura essayé. » Modou la prit dans ses bras. « Tu risques tout pour moi. Ta fortune, ta réputation, ta sécurité. Tu vaux tous les risques du monde. » Mercy commença les démarches d'affranchissement la semaine suivante. Elle se rendit chez son avocat, un homme âgé nommé Harrison, qui avait été l'ami de son défunt mari. « Madame Emerson, je dois vous déconseiller cette action. Affranchir un esclave de cette valeur, c'est mon droit légal, monsieur Harrison. » « Certes, mais puis-je vous demander pourquoi? » « Parce que j'ai l'intention de l'épouser. » L'avocat faillit s'étouffer avec son café. « Vous... quoi? Vous avez bien entendu. Préparez les papiers. » « Madame Emerson, je vous en supplie. Réfléchissez. Même si c'est techniquement légal, les conséquences sociales seront catastrophiques. Vous serez banni de la société. Vos affaires en souffriront. Et cet homme, Modou, il sera en danger permanent. J'ai réfléchi. Préparez les papiers. » Harrison soupira, mais obéit. Une semaine plus tard, Modou était officiellement un homme libre. La nouvelle se répandit dans le comté comme un feu de prairie. Le scandale était total. Catherine Wolfe organisa une réunion d'urgence des femmes respectables de Memphis pour discuter de la situation Emerson. Le révérend Preston prononça un sermon enflammé contre les unions contre nature. Le juge Wolfe, mari de Catherine, fit savoir qu'il envisageait de faire passer une loi interdisant les mariages interraciaux. Mais Mercy tint bon. Le jour du mariage arriva. Ou plutôt, la tentative de mariage. Aucun pasteur n'accepta de les unir. Aucune église n'ouvrit ses portes. Finalement, ce fut le vieux Harrison, l'avocat, qui accepta de servir de témoin pour une cérémonie civile dans le bureau du greffier. Ils étaient 4 dans la pièce,
Merci, Modou, Harrison et le greffier nerveux. Pas de fleurs, pas de musique, pas de famille, juste deux personnes qui s'aimaient assez pour défier le monde entier. Moi, merci Emerson, je te prends toi, Modou, comme époux, devant Dieu et les hommes. Moi, Modou, homme libre, je te prends toi, merci, comme épouse, pour le meilleur et pour le pire. Le greffier signa les papiers avec des mains tremblantes. C'était fait. Ils étaient mariés. La suite fut brutale et rapide. Le soir même, une foule se rassembla devant la plantation Emerson. Des hommes avec des torches, menés par le juge Wolfe et le révérend Preston. Sortez de là, rendez-nous cet esclave. Merci et Modou se tenaient à l'intérieur, barricadés. Joshua et les autres esclaves de la plantation s'étaient positionnés autour de la maison, formant une ligne de défense silencieuse. « Il n'est plus un esclave, il est mon mari », cria Merci depuis la fenêtre. « C'est une abomination, Dieu vous punira. » La foule lança des pierres, les vitres explosèrent. Modou tira Merci à l'abri. « On ne peut pas rester ici. Ils vont mettre le feu. » « Où veux-tu qu'on aille ? » ?»« N'importe où, mais loin d'ici. » »« Quoi ?» Ils s'échappèrent par l'arrière pendant que Joshua et les autres maintenaient la foule occupée. Ils prirent 2 chevaux et partirent dans la nuit, abandonnant tout. Ils chevauchèrent vers le nord, traversant le Kentucky puis l'Ohio. Merci avait emporté de l'argent et des bijoux, suffisamment pour recommencer ailleurs. Modou connaissait les routes secrètes du chemin de fer clandestin, ces réseaux d'abolitionnistes qui aidaient les esclaves fugitifs. Ils atteignirent finalement le Canada, terre de liberté pour les esclaves en fuite. À Toronto, ils trouvèrent une petite communauté de Noirs libres et d'anciens esclaves. Là, ils purent enfin respirer. Merci ouvrit un magasin de tissus. Modou trouva du travail comme comptable. Ils vécurent modestement, loin du luxe de la plantation Emerson, mais ensemble. Les années passèrent. Ils eurent 3 enfants, des enfants libres nés en terre libre. Parfois, Merci pensait au Tennessee, à la maison qu'elle avait abandonnée, à la vie qu'elle aurait pu avoir. Mais quand elle regardait Modou, quand elle voyait leurs enfants jouer dans la rue, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. En 1865, quand la guerre civile prit fin et que l'esclavage fut aboli, Merci reçut une lettre du Tennessee. C'était Joshua, le vieux majordome. Il lui écrivait que la plantation avait été confisquée pendant la guerre, puis vendue. Mais il avait réussi à sauver quelques affaires personnelles de Merci, dont les registres que Modou avait si soigneusement tenus. « Vous avez eu raison de partir », écrivait Joshua. « Ce que vous avez fait était fou, mais c'était aussi la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Vous nous avez montré qu'il était possible de choisir l'amour même quand le monde entier s'y oppose. » Merci plia la lettre, les larmes aux yeux. Modou s'approcha, passa son bras autour de ses épaules. Des regrets ? Aucun. Leur histoire ne fut jamais racontée dans les livres d'histoire. Personne ne célébra leur courage, personne n'érigea de monument à leur mémoire. Mais dans cette petite maison de Toronto, ils avaient construit quelque chose que toutes les lois du Sud n'avaient pu empêcher, une famille libre, unie par un amour plus fort que la haine. L'histoire de Merci et Modou rappelle que l'amour véritable exige parfois des sacrifices immenses. Merci a renoncé à sa fortune, à sa position sociale, à tout ce qu'elle connaissait. Modou a risqué sa vie à chaque instant. Mais ils ont choisi de se battre ensemble plutôt que de vivre séparés dans le mensonge. Face à une société entière qui condamnait leur union, ils ont tenu bon sans chercher l'approbation ni le compromis. Leur histoire illustre aussi une vérité intemporelle. Les systèmes d'oppression ne peuvent détruire l'amour humain. L'esclavage a tenté de réduire Modou à une propriété sans âme. La société a tenté de faire de Merci une veuve docile et respectable. Mais leur amour a transcendé ces barrières, prouvant que l'humanité persiste même dans les circonstances les plus déshumanisantes. Dans le Tennessee de 1858, une femme a payé le triple du prix pour un esclave que toutes les autres convoitaient. Mais ce qu'elle a vraiment acheté ce jour-là, c'était sa propre liberté, la liberté d'aimer qui elle voulait, de défier les conventions, de choisir sa propre voie. Et cette liberté, finalement, n'a pas de prix.